Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. On va parler aujourd'hui de PAW. Est-ce que je le prononce bien ? Ouais, c'est ça, PAW. Super, qui s'écrit P-A-A-W. C'est ça veut dire Pet Adoption Around the World. Ok, bon, enfin l'explication. Est-ce que, imagine que tu as une minute pour expliquer PAW. Ouais. Qu'est-ce que tu dis en une minute pour tout le monde comprenne ? Une minute, je peux te dire que c'est la plateforme d'adoption responsable pour adopter un animal et sauver une vie. Ok, donc là c'est la version 10 secondes, énorme. Et donc concrètement... Et si je développe un peu plus, ouais. En gros c'est une plateforme qui met en relation des refuges qui récupèrent des animaux abandonnés avec des personnes qui veulent adopter des animaux. Et par exemple sur le site on a un quiz, tu vois, où on pose des questions aux utilisateurs, s'ils sont en maison, en appartement, s'ils ont des enfants, s'ils ont envie de faire du sport avec leur animal, et après on leur recommande l'animal en fonction de leur mode de vie. Donc ça permet d'avoir un matching, et puis le refuge a le dernier mot parce qu'on veut éviter l'abandon une deuxième fois. Ouais, clairement. Donc vous essayez de détecter, comme tu dis, un matching, la meilleure adéquation entre un animal et un potentiel maître. Ouais, c'est ça. Tu vois, on va pas recommander un gros chien comme un berger allemand à quelqu'un qui vit dans un tout petit studio à Paris, tu vois, on lui recommandera plus un petit chat ou un petit chien. Donc ouais, on essaie d'optimiser en fait le matching pour justement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, la France est le pays qui abandonne le plus d'animaux en Europe. On a ce record-là de 300 000 abandons par an. 300 000 par an. Ouais, et la moitié sont euthanasiés parce qu'il n'y a plus de place dans les refuges. Et donc la moitié, ça correspond à 400 euthanasies par jour. Ok, ouais. Ah, c'est monstrueux. Donc en fait la mission de PAW, donc c'était de réduire ce nombre d'euthanasies en facilitant l'adoption des animaux dans les refuges et aussi du coup d'éviter que les animaux se fassent abandonner une deuxième fois. Donc voilà, on optimise au maximum disons le match entre le mode de vie des utilisateurs et l'animal et les besoins de l'animal. Ok. Et donc tu parlais de chiens, vous avez aussi des chats, je crois. On a des chiens, des chats, des lapins, des rongeurs, des furets. On a des chevaux et on a même des boucs qui ont été rajoutés dans la catégorie des chevaux. Qui sont hyper mignons, hein. Il y en a qui s'appelle Obélix si vous voulez aller voir. Et t'as des personnes donc, qui postulent pour adopter des boucs. Bah écoute, non, ils sont encore sur à adopter, donc pas encore, mais vous pouvez aller postuler adopter Obélix. Ouais, voilà, Obélix n'attend que vous, faut y aller. C'est un bouc très tendre et câlin d'après l'association. Parce que concrètement, comment ça se passe ? Quand les animaux sont abandonnés, ils sont récupérés par une association, mais à condition en fait d'être trouvés, parce que t'en as aussi qui peuvent rester dans la nature. Ouais, alors c'est plutôt les fourrières qui récupèrent les animaux, donc ils sont... En fait, t'as plusieurs styles déjà d'abandon. T'as ceux qui sont abandonnés dans la rue, donc là c'est la police ou les fourrières qui vont récupérer les animaux. Ouais. Et malheureusement, quand ils appellent les assos ou les refuges, s'il n'y a plus de place, ils peuvent pas aller dans un endroit, donc ils se font euthanasier. Après, t'as aussi les personnes qui peuvent plus s'occuper de leurs animaux parce que ils perdent leur boulot, donc ils ont plus les moyens, ou ils déménagent, ou ils tombent malades, ou ils sont trop vieux et donc ils partent en EHPAD, ou ils décèdent tout simplement. Et donc là, il y a aussi beaucoup d'animaux dans les refuges qui viennent de là. Et il y a aussi un autre cas qu'on voit beaucoup, que je ne connaissais pas avant de lancer PAW. Ça s'appelle le syndrome de Noé. Alors le syndrome de Noé, c'est des gens qui sont atteints d'une maladie, en fait, et du coup, ils collectionnent les animaux. Ça vient de l'Arche de Noé, du coup, ils récupèrent... Il y en a qui récupèrent 150 chiens et chats chez eux, et donc au bout d'un moment, ils se retrouvent débordés. Donc ils appellent les assos, et les assos arrivent, et il y a 150 animaux dans des appartements. C'est incroyable. Et il y en a plus que ce qu'on pense, parce qu'on a beaucoup d'assos qui nous disent « Oui, ça, c'est un syndrome de Noé », en parlant d'un animal. Donc 150 dans un appart, c'est dingue. Ouais. Effectivement, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on n'entend pas trop, enfin si on n'est pas vraiment renseigné sur le secteur, mais ouais, ok, incroyable. Et comment t'es venue cette idée ? Donc c'était pendant le premier confinement. Beaucoup de boîtes sont sorties du premier confinement. Ça, tu vois. Et en gros, à ce moment-là, je travaillais dans un fonds d'investissement, donc j'étais au contact souvent des fondateurs. J'étais responsable marketing pour un fonds d'investissement, donc je faisais du conseil marketing pour des startups dans lequel le fonds venait d'investir. Et donc je voyais ces fondateurs et je me disais mais je veux être à leur place. J'avais déjà monté des boîtes avant, mais là j'avais vraiment envie de retourner à leur place, mais créer un projet qui ait du sens et qui me ressemble. Et donc je me suis posé la question, donc qu'est-ce qui me ressemble ? Moi je suis une amoureuse des animaux depuis toujours, tu vois, c'est ma passion number one. Donc je regardais un peu ce qui se passait pour la cause animale en France, et c'est là que j'ai découvert qu'on était le pays qui abandonnait le plus d'animaux en Europe. Donc là déjà je m'étais dit ok, il faudrait faciliter l'adoption de ces animaux. Et également tu as une loi qui est passée en Angleterre à ce moment-là, à peu près avril 2020, qui a interdit la vente de chiens et chats en animalerie.
Et je me suis dit, ok, on pique toutes les bonnes idées des Anglais, très souvent, donc la loi va sûrement arriver en France, et donc ça m'a encouragée en plus à aller justement vers ce concept. Et lorsque j'ai lancé le premier MVP de Pau, la loi a été proposée à l'Assemblée nationale pour la France. Voilà, donc j'étais là, ok, c'est parfait pour nous, et elle a été, donc l'Assemblée nationale et le Sénat se sont un petit peu renvoyé la balle, et puis finalement ils sont tombés d'accord, et elle sera applicable en 2024. Et quand tu dis que ça interdit la vente d'animaux en animalerie, ça vise quoi? C'est le cas où tu veux acheter un chiot et tu vas dans une animalerie? C'est ça, chien et chat. Pour l'instant, les rongeurs, les reptiles, bon, j'espère que ça va pour bien comprendre, quel était l'intérêt de cette loi? C'est quoi? C'est d'éviter qu'il y ait des animaleries où les animaux sont maltraités? Et alors, ouais, il y a plusieurs choses. T'as des animaleries, on contrôle pas trop d'où viennent les animaux, donc c'est souvent des transferts de pays de l'Est où les animaux sont transportés dans des conditions abominables, dans des coffres de voitures, dans des camions. Ils arrivent, il y a la moitié qui sont encore en vie. Donc c'était pour éviter ça, parce qu'il n'y avait pas de contrôle possible. Et pour éviter aussi l'achat compulsif, qui après on arrive à un abandon souvent quand on te met un bébé chien dans les bras, qu'il est trop mignon et qu'on l'achète comme un sac à main. On se rend compte qu'après faut en prendre un peu plus soin qu'un sac à main, donc c'est clair. Donc voilà, c'était pour cadrer pour éviter les abandons et cadrer les achats compulsifs. Donc maintenant tu peux plus acheter en animalerie, tu dois aller dans des élevages spécialisés, j'imagine. En 2024 ce sera applicable, donc pour l'instant on peut encore oui, en gros du coup maintenant il y aura les éleveurs et les refuges et les associations. On a encore la possibilité d'acheter ou d'adopter sur des sites que tout le monde connaît, où on peut acheter des meubles aussi et des voitures. On a encore, mais alors les lois vont aussi normalement encadrer ce genre de choses, ces adoptions sur ces sites-là. Ok. Et donc là, une fois que tu as eu cette idée, que tu as vu qu'il y avait un truc à faire dans ce créneau-là, comment t'es passé de l'idée à une boîte qui tourne en fait? Ça a été quoi ta stratégie pour aller sur le marché? Alors moi du coup après le premier confinement je suis partie vivre en Grèce, à Athènes, parce que je m'étais dit j'ai toujours aimé ce pays, et je m'étais dit j'ai pas d'attache à Paris, j'ai juste besoin de mon ordinateur pour faire des recherches et commencer à réfléchir à ce projet. Donc je suis partie et d'Athènes du coup j'ai posté une vidéo. Donc en format immersif, comment tu disais, UGC. Voilà, en format UGC, tu vois, où j'étais en mode selfie et où je racontais, j'ai une idée, j'aimerais développer une plateforme pour sauver des animaux de l'euthanasie. J'ai besoin d'un développeur, moi je suis plutôt bonne en marketing, donc voilà, qui veut me suivre quoi. Et en fait c'est une vidéo qui a cartonné sur LinkedIn, je crois qu'elle a été il y a eu plus de 60 000 vues. Et donc j'ai reçu plein de mails, parce que j'avais mis mon mail à la fin de la vidéo, j'ai reçu plein de mails de développeurs qui me disaient nous on veut t'aider, ça a l'air canon ce projet et tout. Donc après des entretiens, donc je travaille avec deux développeurs sur un premier MVP qu'on a lancé, qu'on a testé avec une dizaine de refuges, et on a vu qu'ils s'inscrivaient, qu'ils ajoutaient les animaux. Donc en gros que les deux fonctionnalités principales étaient validées, quoi, que c'était simple pour eux. Et donc donc tes fonctionnalités, c'est que les éleveurs puissent s'inscrire et que les refuges et que d'un autre côté les potentiels maîtres puissent consulter et dire moi j'aimerais bien exactement, c'est une plateforme de mise en relation. Tu vois, t'as les refuges qui s'inscrivent, qui ajoutent des animaux, et nous après on communique pour justement donner de la visibilité à tous ces refuges, pour que les utilisateurs puissent voir les animaux qui y a à l'adoption. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que si tu recherches un petit chien noir et que tu as envie d'adopter dans un refuge, donc tu te déplaces dans le refuge et tu vois qu'il n'y a pas de petit chien noir, tu as perdu une après-midi. Sur Pau, tu peux voir tous les petits chiens noirs autour de chez toi, dans les refuges autour de chez toi. Donc voilà, ça permet de faciliter, on va dire, ce process au maximum. Canon. Et donc là, donc tu disais une dizaine de refuges au début, t'es allé les chercher comme ça, mail. Alors je leur écrivais sur Facebook. Ok. Ouais, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'associations et de refuges communiquaient sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'était leur principal canal de communication. Donc c'est sur Facebook qu'on leur a écrit. Et j'avais aussi contacté le député Loïc Dombreval, qui avait proposé la loi contre la maltraitance animale, de l'interdiction d'acheter en animalerie. Et lui m'avait dit vas-y, fonce, l'idée est canon. On a besoin de choses comme ça en France, parce que tu vois, on a des plateformes pour tout aujourd'hui, pour booker un appart, pour aller chez le médecin. C'est clair. Et en fait, pour aider la cause animale, il y avait une plateforme qui existait mais depuis 15 ans, mais c'était une association
Donc voilà, disons que le design n'était pas, est pas optimisé comme tous les designs qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les sites. Ouais, clairement. Voilà. C'est ce qui compte énormément finalement. Le design, c'est hyper important. Ouais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toi, les refuges, tu leur offres une manière de trouver plus facilement des personnes intéressées. Donc pour eux, forcément, c'est gagnant. Ils n'ont rien à perdre, je pense, à s'inscrire chez toi. Et de l'autre côté, les utilisateurs de ta plateforme, donc plutôt les particuliers. Là, j'imagine que ça doit être un autre délire d'aller les chercher, parce que là, c'est du mass marketing, quoi, à ce niveau-là. Ouais, on a plusieurs canaux de communication. Le premier, c'est qu'on a commencé un growth hacking sur les réseaux sociaux. En gros, on postait des annonces d'adoption. Tu vois, genre adopte le petit loulou, il est trop mignon, et on le diffusait sur les groupes d'adoption sur Facebook. Donc c'était en mode gros hacking, on dépensait pas un euro et les annonces étaient diffusées comme ça. Et après ça renvoyait vers la plateforme. Voilà, et on mettait un lien vers notre site. Ensuite, on a travaillé notre SEO avec des articles. Après, ce qui est bien aussi, c'est que toutes les fiches des animaux remontent, tu vois, sur Google. Donc ça nous permet d'avoir un bon SEO. Là, on est dans les premières ou deuxièmes pages de Google sur les mots-clés adopter un chien, adopter un chat en refuge. Donc il y a notre SEO qui nous aide. Et puis on a fait un peu d'ads. Et on a réussi à avoir le coût par clic le plus bas qui existe de Facebook à 0,01 centime. Énorme. Les experts Facebook nous ont dit après c'est gratuit, c'est la com que nous on prend en fait. Donc on a testé, c'était mon ancien métier, j'ai fait ça pendant 10 ans, donc j'ai testé plein de petites images, de petits chatons, de petits chiens sur des audiences et en fait on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Énorme. Et tu parlais du SEO, donc c'est un truc qui aujourd'hui j'imagine qui doit bien marcher maintenant que vous êtes bien référencé. C'est en termes peut-être de proportion de votre acquisition aujourd'hui, tu as une idée à peu près de ce que ça représente ? On doit avoir du 30% via le SEO et 70% via tout ce qui est partenariat, parce qu'on fait aussi des partenariats avec des influenceurs. Tu vois, on a fait des vidéos avec Jérém Star, avec Laurent Baffy. Et Jérém Star, il nous a partagé la vidéo, il a plus de 2 millions d'abonnés, donc ça nous a fait pas mal il y a eu pas mal de trafic qui est venu de là. Donc ouais, ça doit être du 70% partenariat réseaux sociaux et 30% SEO. Avec l'avantage, j'imagine, du SEO que c'est constant, quoi. Ouais, c'est vraiment un flux. Ouais, c'est ça. Et puis ça accélère. C'est en croissance, donc. Et au début, quand tu as commencé à chercher les premiers utilisateurs, donc tu disais c'était d'abord groupe Facebook, et après, dès le début, tu t'es mis à construire le SEO ou comment tu as articulé tout ça dans le temps ? Le SEO, ça prend un peu de temps. Donc, comme je te l'ai dit, en fait, là aujourd'hui, on a 10 000 fiches animales sur peau qui ont été postées par les associations. Donc ça nous fait du contenu. En gros, nos refuges, c'est aussi nos copywriters. Tu vois, ils nous aident à avoir plus de visibilité. On écrit des articles aussi hebdomadaires sur des thématiques. Comment bien s'occuper de son chien qui vieillit, pour aider aussi, tu vois, les adoptants sur des sujets un peu parfois où ils savent pas trop. Et après, c'est aussi mon développeur qui est super fort en SEO et qui travaille sur des backlinks et sur des liens. C'est vrai qu'il y a tout un boulot à faire autour de ça pour que ça marche, mais c'est canon. Et donc tu dis que quand les refuges créent des fiches animaux, ça va automatiquement en fait te créer un peu comme un article Exactement. Qui se référence. Ah, c'est super. Ça c'est vraiment c'est vraiment pratique. Et du coup sur la partie plutôt plateforme, donc tu disais vous avez développé assez vite un MVP avec un peu les premières briques. Donc là c'était possibilité de s'inscrire pour les refuges et puis j'imagine peut-être le fait que les utilisateurs puissent consulter. Après vous avez rajouté des trucs, j'imagine. Alors, au fur et à mesure. En fait, le tout premier MVP, il n'a pas été, on l'a pas gardé très longtemps, tu vois, on l'a gardé 3 mois. Et ensuite, on a redéveloppé un site, le site qu'on a actuellement. Donc, on va dire que c'est notre MVP.2, tu vois. Et donc là, on a rajouté plus de fonctionnalités, mais on a rajouté le quiz qui n'était pas sur le MVP au départ. On a rajouté le fait de pouvoir envoyer un mail à travers la plateforme au refuge directement. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau site avec encore plus de fonctionnalités. Tu vois, le premier site, on l'avait développé en no-code, en Bubble et en Webflow, ce qui fonctionne très bien. Ouais. Mais là, en ce moment, on a des pics de trafic. Et donc, il faut qu'on allume plein de serveurs. Et donc, c'est pas l'idéal aujourd'hui avec Bubble. C'est vrai que souvent, on dit, je crois que Bubble, quand tu as vraiment beaucoup de trafic, ça peut être un peu lent et tu peux avoir des latences. C'est des choses que tu observes. Ouais, exactement. On a, les jours où on a des pics de trafic, on fait des partenariats avec des influenceurs. Effectivement, il y a Pierre-Antoine qui est en backup, c'est le développeur, et qui allume tous les serveurs et qui dit... Et il m'a envoyé un graphique il y a pas longtemps. En fait, si la flèche était arrivée au bord, le site aurait pété. Et je crois qu'il manquait 1 millimètre,
quoi. Oh là là. Avant que le site pète. Donc, ouais, là, on s'est dit, on fait plus d'OP avec les influenceurs. On attend de sortir le nouveau site pour pouvoir justement gérer les pics du trafic. Mais en vrai, c'est un problème qui est cool. Oui, donc De se dire, tu vois, on attend parce qu'on a trop de trafic. Et c'est marrant parce que je m'étais pas mal penché sur la question il y a un an. J'avais vu que Bubble, ils avaient fait une levée de fonds monstrueuse. Enfin, c'était vraiment des centaines de millions, voire 1 milliard, je sais plus, mais un truc qui était assez costaud. Et ils disaient qu'un de leurs investissements prioritaires de cette levée de fonds serait justement ça, tu vois, de permettre aussi de pas ralentir quand il y a beaucoup de trafic, en faisant en sorte que nativement ce soit blindé, quoi. Et donc là, manifestement, c'est pas encore complètement le cas. Non, ou alors faut payer très cher. Parce que c'est en fonction des plans que tu prends chez eux. C'est ça, exactement. Okay, en fait, tu achètes des serveurs pour pouvoir supporter le trafic. Et nous, tu vois, dernièrement, on a allumé des serveurs. Je crois qu'on a pris 1 000 € de serveurs en plus pour quelques jours seulement pour des pics de trafic. C'est 1 000 € par mois, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'était pour le mois. Ok, et c'était quelques jours qui étaient genre liés à une vidéo, une OP. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc ça... Donc techniquement, tu peux tenir la charge, mais c'est cher, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Votre business model, du coup, qui paye quoi? Je sais pas. Ouais. Alors c'est gratuit pour les refuges, parce qu'on est là pour les aider et que ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Pour les utilisateurs aussi, parce qu'on veut justement faciliter au maximum l'adoption, donc on veut pas qu'il y ait de frein d'un côté ou de l'autre. En revanche, on est au tout début du process de l'adoption, là où les marques veulent communiquer. Parce que comme quand t'as un enfant, tu vois, à la maternité, on te pousse une marque de lait ou une marque de couche, et du coup, tu restes fidèle à cette marque que t'as eue au tout début. Et les refuges, disons que c'est un peu la maternité, mais pour les animaux, tu vois, c'est vraiment le tout début. Aujourd'hui, t'as les vétérinaires qui envoient des leads. Les marques, elles veulent se positionner encore avant, donc au niveau de l'adoption. Donc là, on a lancé des opérations avec des marques qu'on a sélectionnées, qui font des produits de qualité. Et donc, on donne des codes promo à des refuges pour qu'ils les donnent, eux, aux adoptants. On a des emplacements sur notre site aussi, sur les fiches des animaux ou sur la homepage. On fait des newsletters avec des sondages ou tout simplement des communications que les marques nous demandent de faire. Donc voilà, en fait, c'est des opérations marketing. Donc on a lancé des abonnements pour les marques qui veulent, disons, de la communication récurrente. Et sinon, on fait des opérations spéciales aussi. Ok, d'accord, ouais. Et donc en fait, c'est intéressant. Ça veut dire que l'utilisateur final, la personne qui veut adopter, ne vous verse 0 commission. C'est intéressant. Parce que le paiement se fait sur votre plateforme? Non, justement. En gros, on veut laisser vraiment le refuge décider de si la personne est apte à adopter ou pas. D'accord, ouais. Donc, en gros, l'adoptant, il va se déplacer dans le refuge et il va rencontrer l'animal. C'est pas comme, tu vois, sur Airbnb où tu vois un appart en photo et tu peux booker directement. Là, c'est un être vivant, donc il faut qu'il y ait un feeling qui se passe. Donc, il faut que la personne, elle se déplace quand même dans le refuge, qu'elle rencontre l'animal, le chien ou le chat, qu'elle rencontre aussi les personnes, enfin les bénévoles de l'association. Donc, tout ça, on les laisse s'en occuper et on les laisse gérer le paiement aussi, tu vois, et demander ce dont ils ont besoin, parce qu'en plus, adopter un animal, le coût varie. Pour les vieux loulous, parfois c'est gratuit, tu vois, c'est juste. Et puis t'as l'asso en plus qui prend en compte les frais vétérinaires, mais c'est juste pour lui offrir une jolie fin de vie. Après, t'as des animaux, genre en général les bébés qui sont à 350 €. Mais c'est aussi c'est les frais de vétérinaire que l'asso a payé, tu vois. Oui, non, c'est vrai que c'est pas comme si t'achetais une brique de lait. Là, t'es pas dans une logique aussi transactionnelle, quoi, forcément. Non, on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. On a une messagerie, disons, interne qui arrive. On a la prise de rendez-vous aussi, en physique ou en visio. Et on va continuer à ajouter toujours des fonctionnalités, mais toujours pour rendre le parcours plus simple. Ok, compris. Donc, votre business model principal, c'est l'abonnement donc, pour les marques partenaires. Et vous êtes à quel niveau à peu près là, de MRR ou de... Ouais, on a un MRR de 10K et puis elle se rajoute à ces 10K des opérations, des OPS. Ponctuelles. Voilà, exactement. On a une base de 10K et puis là, typiquement, on va être à 40K sur ce mois. Ok, d'accord, ouais. Ouais, donc vous avez une grosse part d'opérations spéciales. C'est ça. Et au niveau de l'équipe, comment vous êtes structuré ? Alors pour l'instant, on a une petite équipe, donc Pierre-Antoine qui s'occupe du site, Sylvain qui s'occupe du growth marketing et du SEO aussi avec Pierre-Antoine, et on a Sarah qui est à la relation des refuges, mais qui est aussi en couteau suisse, qui s'occupe du marketing et d'un petit peu de tout. Et là, on est en train de recruter une personne pour ouvrir l'Espagne et une autre pour ouvrir l'Allemagne. Parce qu'on voit qu'en fait, on a des demandes de refuges en Espagne et aux frontières de la France,
qui nous demandent quand est-ce que vous arrivez, parce que Parce qu'eux, ils n'ont pas de plateforme non, là-bas. en fait, en Europe, il n'y en a pas. D'accord. Ça existe aux États-Unis. T'as des grosses plateformes qui ont démocratisé l'adoption, nous on s'en inspire beaucoup. Mais en Europe, on est les premiers pour l'instant à se lancer en Europe. Et on est présent déjà au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, au Canada, donc dans les pays qui parlent français. Ouais. Et au Maroc aussi. On a même une association syrienne, égyptienne, et puis dans tous les dom-toms aussi. Donc là maintenant, c'est vraiment l'objectif, c'est de se développer partout en génial. Europe. Et en même temps, ça paraît un peu fou qu'il n'y ait pas eu déjà de présence parce que comme c'est quand même un processus qui concerne beaucoup de personnes, tu vois. Et donc tu dis, il y a forcément un start-upper qui aurait flairé le truc à un moment ou un autre, mais... Oui, moi. Ok. Je voulais qu'on parle aussi pas mal de l'impact qui est aujourd'hui un truc qui est hyper présent et hyper important dans l'entrepreneuriat. Et on voit beaucoup de... Enfin, je trouve aujourd'hui une proportion assez importante d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui choisissent justement des projets à impact parce que je pense qu'il y a une recherche de sens qui est assez évidente. Toi, c'est un truc que je pense que tu constates aussi parce que tu t'inscris dedans. Mais ça... Qu'est-ce que ça change dans ta manière de bosser, genre au quotidien, tu vois ? Est-ce que le fait d'avoir une mission comme ça quelque part, tu considères que ça modifie ta manière de faire et de travailler ? Ouais, disons, ça me rend fière en fait de me réveiller tous les matins. Et je pense que, tu vois, nous, notre génération et celle qui arrive, là, la génération Z, on est plus lucide parce qu'on a accès à plus d'informations à travers les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on peut pas moi, tu vois, on peut pas fermer les yeux comme nos parents ont pu le faire ou être dans le déni parce que on voit ce qui se passe dans le monde, tu vois. On a plein de... On va pas dire qu'on savait pas. Voilà, c'est ça, on pourra pas dire qu'on savait pas. Donc du coup, me lever le matin en me disant je reste dans mon déni et je sais pas de changer en bien du coup ce qui se passe. Enfin, moi, je me voyais pas du tout vivre comme ça. Donc, et je pense que c'est le cas aujourd'hui des jeunes en gros qui ont envie de faire du bien autour d'eux. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est de plus en plus présent. Et justement, les gens que tu recrutes, toi, dans ton équipe, c'est des personnes qui sont venues parce qu'elles avaient ce désir de s'investir sur ce projet, enfin, je veux dire, sur cette problématique spécifiquement ou... Ouais, c'est génial. Moi, je vois en entretien les jeunes, justement, qui postulent. Ils ont vraiment une quête de sens. Et nous, tu vois, on recrute. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu es engagé dans la cause animale ? Et on en voit, il y en a plein qui sont engagés, mais pas que dans la cause animale, qui ont justement... qui font militants écologistes, qui aident les personnes âgées. Et ouais, de toute façon, moi, je recrute aussi beaucoup à l'intuition, tu vois, et je vois pendant l'entretien si la personne, elle a les mêmes valeurs que nous, et ben, ça fit, quoi. Pas forcément, tu vois, je recrute pas forcément sur les compétences, parce que les compétences, ça quiert, alors que la passion, c'est ça qui va driver quelqu'un tous les jours. Et bon, je pense qu'on a quand même une boîte cool et intéressante parce que, disons que les KPIs, c'est des animaux adoptés et donc sauvés de l'euthanasie. Donc, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, on voit, tu vois, sur les tableaux de bord, on se dit, voilà, on a sauvé tant d'animaux aujourd'hui, donc c'est cool, quoi. Et là, aujourd'hui, tu sais quel nombre de sauvetages, justement, vous avez permis on depuis... a fait plus de 3000. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est cool, ouais. Ah, vraiment, c'est dingue, surtout... Ouais, mais c'est pas assez. Moi, mon objectif, c'est d'en sauver 1 million par an en Europe dans 5 ans. J'ai du mal à me rendre compte. Mais c'est vrai que c'est énorme. Dis-toi ouais, il y a 1 million, par exemple, d'animaux achetés ou adoptés en France chaque année. Ok, ouais. Mais t'as une grosse partie qui sont achetés dans les élevages. Moi, du coup, avec Pau, ce qu'on veut faire, c'est, disons, inverser un peu la tendance. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'animaux qui viennent de refuges. Je discute souvent avec des fondateurs là-bas et ils m'expliquent que quand ils se croisent dans la rue, les Américains, ils se demandent « ton chien, il vient d'où ?» Et s'il dit il vient d'un refuge, ça fait bien. Parce que là-bas, ils sont plus dans le care, dans le give back. Ouais. Tu vois, ils ont 10 ans d'avance sur nous et dans l'impact aussi. Nous, avec Pau, on essaie justement de faciliter un peu l'adoption et aussi de rendre l'adoption plus cool. Parce que dans les refuges, on pense que les chiens, ils sont tous vieux, méchants ou malades. Alors que pas du tout. Ouais. On a plein de bébés. On a tu vois, les bergers australiens qui sont hyper tendance en ce moment. On en a plein sur Pau. Donc, voilà. Donc, je trouve ça dommage de produire de nouveaux animaux alors qu'on en euthanasie d'autres à côté qui trouvent pas d'adoptants. Oui, tu dis qu'il y a un problème de flux, là. Ouais, c'est clair. Tu vois, alors qu'en fait, quand t'adoptes dans un refuge, l'animal, il
il va te donner encore plus d'amour peut-être parce qu'il sera hyper reconnaissant que tu l'aies sauvé, quoi. Donc ouais, moi je lutte pour le Adopt Don't Shop, tu vois. 1 million en 5 ans. Ouais, c'est ça. Et tu dis c'est équivalent donc au nombre d'achats, si on peut dire, en France. Ouais, en France, c'est 1 million par an. Et au niveau européen, tu as une idée de combien ça monte, ce chiffre? J'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que en Europe, t'as 100 millions d'animaux abandonnés qui sont dans les refuges aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Je crois que la population totale de l'Union Européenne, j'avais en tête dans les 350 millions, un truc comme ça. C'est peut-être un peu plus, ceci dit. En être humain, je veux dire. Mais donc en fait, tu vois, c'est... Ouais. Tu vois, en France, t'as un Français sur 2 qui a un animal de compagnie. Ouais. Et sur l'autre moitié, t'en as 20% qui veulent en avoir un. Les animaux de compagnie prennent de plus en plus de place, parce qu'on se rend compte aussi que c'est des vrais êtres vivants et que c'est trop sympa d'en avoir, mais bon, après, il faut vraiment bien s'en occuper. Mais ouais, et puis c'est en pleine croissance, en fait, tout le marché tu vois, de la nourriture, de la pet food, des accessoires, enfin tout ce qui concerne les animaux, c'est en pleine croissance. Donc, et les startups aussi dans le monde des animaux de compagnie. Bah, grave, il y a un gros boom dans la pet tech. Tu vois, nous ici au bureau, on a 2 chiens qui sont là très régulièrement, mais il y en a un qui est là aujourd'hui en haut. Ah, trop bien, on peut pas le ramener là? Bah, là, je sais pas trop ce qu'il fabrique, il doit être en pleine sieste, je pense, mais c'est vrai que tu vois, si on m'avait dit il y a 10 ans dans ton bureau il y aura des chiens, ça m'aurait fait bizarre, quoi, tu vois. Alors qu'en fait. On s'est complètement habitué et ils font partie du truc. De plus en plus. Il y en a un qui fait sa meilleure sieste au milieu de l'open space pendant l'après-midi, ça choque personne, tu vois. C'est vrai qu'on s'habitue assez bien finalement. Ouais, c'est des bonnes vibes les animaux en fait. Ah ouais, totalement. Ouais. Ça, y a pas c'est que du bonheur, tu vois. C'est ça. Autre sujet que je voulais qu'on aborde aussi, c'est que toi, donc t'as pas d'associés. Alors t'en as, mais qui sont pas vraiment des associés qui bossent opérationnellement sur le projet. Tu peux nous expliquer un peu le concept. Le concept. En gros, ils ont Pierre-Antoine et Sylvain, ils ont 5% chacun. Donc, en gros, ils sont là quand j'ai besoin d'eux. Tu vois, Pierre-Antoine, il gère la partie tech. Donc, notre site est développé, donc c'est de la maintenance, on va dire. Tu vois, et puis il gère un peu la data quand on a besoin de chiffres, de ressortir de la data. Oui. Donc, ils m'aident sur cette partie. Et Sylvain, il va m'aider sur la partie plus growth hacking, les recrutements aussi, pareil, sur des sujets plus ponctuels. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet d'aller vite quand je veux, tu vois, sans forcément devoir solliciter l'avis d'autres personnes. Ouais. En revanche, quand j'ai des questions, ils sont là. Et en plus, tu vois, Sylvain, il a déjà monté plusieurs boîtes. Il en a revendu une, donc il a l'expérience, tu vois, c'est un serial entrepreneur, donc il a le recul que moi j'ai pas forcément, donc c'est hyper intéressant d'échanger avec lui. Ça c'est super, c'est vrai qu'il y a tellement d'erreurs qu'on pourrait faire quand t'as quelqu'un qui l'a déjà fait et qui vient de dire non, pas comme ça. Ouais, c'est ça. Tu peux gagner énormément de temps, quoi. Et donc, globalement, t'as quand même été, tu es un peu seul aux commandes. Comment tu fais pour être sereine là-dedans et garder la tête froide? J'ai plusieurs petits outils. Déjà, je médite. Ça, j'ai découvert ça aussi dans le premier confinement. Ça a été une révélation pour moi. Comme ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a rendue plus sereine. Bon, là, en ce moment, je le fais pas assez, tu vois. J'aurais plus le faire. Et j'ai aussi un sport, moi, qui me vide la tête. Bon, malheureusement, à Paris, c'est un peu compliqué de le faire. C'est le surf. Génial. Ouais, j'ai découvert ça il y a quelques mois, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en plein hiver, tu vois, à Nouvel An. Je suis partie, j'ai fait Nouvel An au Maroc avec des amis. Et quand j'ai découvert le surf, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'équivalent au niveau détente. Donc, du coup, maintenant, j'essaie d'aller une fois par mois, pour l'instant, surfer. Et pourquoi pas mettre les bureaux de peau au bord de la mer dans quelques temps. Ouais, c'est vraiment le surf. Après aussi, quand je peux pas surfer, je vais courir, donc le sport. En gros, j'ai vu un documentaire sur Netflix. C'est l'acteur Jonah Hill qui jouait dans Very Bad Trip, qui explique que quand il est arrivé au top de sa carrière, il était hyper malheureux, alors qu'il pensait qu'avec le succès, il serait hyper heureux. Ouais. Et donc, il a suivi une thérapie avec un psy qui a des méthodes complètement différentes de ce qu'on voit dans la psychanalyse aujourd'hui. Donc, ça s'appelle la méthode Sluts, parce que son psy s'appelle Sluts ou Stutz, je sais plus. Et il explique que, en fait, le bien-être, c'est comme une pyramide, et qu'à la base de cette pyramide, t'as le body, le corps. Et que si tu fais du sport, que tu manges bien et que tu dors bien, t'as 85% de chance d'être bien, en fait, d'être bien dans ta vie. Donc, c'est tout bête. En gros, tu vois, c'est chimique. Si on manque de sérotonine, on est fatigué, on est stressé, on fait du sport, on a de la sérotonine. Après, t'as les autres, donc le rapport aux autres, les relations avec tes potes, ta famille. Et tout en haut de la pyramide, en fait, t'as toi, donc le self-improvement, comment tu
voilà, tu deviens une meilleure personne tous les jours, donc tu peux écrire sur toi, il y a plein d'outils qui te donnent, mais je trouvais ça marrant de se dire qu'en fait, c'est tout bête, quoi. Le bien-être, c'est juste bien manger, bien dormir et faire du sport. Donc voilà, donc j'essaie de l'appliquer rigoureusement. Non, mais c'est vrai que quand t'as un peu des mauvaises vibes et que t'as besoin de te lâcher, un bon footing, je trouve qu'il y a rien de mieux, quoi. Tu te remets complètement, enfin tu te recadres, quoi. Ouais, c'est ça. C'est T'expulses chimique, plein de en choses. fait. Ouais. C'est chimique, on produit de la sérotonine et du coup ça va mieux. Oui, et puis c'est un peu cette satisfaction que t'as quand t'as terminé. Je crois que c'est ça, la sérotonine, où aussi, enfin tu termines ta course, t'es bien, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, même si t'as des horribles dossiers qui ont pas disparu entre temps, au moins ton corps ouais, est c'est plus, ça, exactement. est plus dispo. Ouais. Le sommeil aussi, ouais, ça je le mesure moins, mais c'est sûr, en soi, ça va de soi. Si t'es crevé, si t'es KO, si t'es en manque de sommeil, forcément ça. C'est un impact marche pas, ouais. sur la concentration, sur les émotions. Donc ouais, c'est important de bien dormir. Et tu m'as dit que vous êtes complètement en remote chez Pau. Non, on est à la Station F. On a nos bureaux à Ok. la Station F, dans une grande gare de 34 000 m² de bureaux Ouais. avec 2000 startups. Donc c'est génial d'aller là-bas. Justement, ça aussi, ça m'aide, tu vois, genre le matin, parfois, quand je suis un peu... j'ai moins envie de bosser, je vais là-bas et en 5 minutes, je retrouve la motivation. Il y a une super énergie là-bas, t'as plein de plantes, t'as plein de lumière. Et sinon, on est moitié en remote. Et donc ouais, on est pas mal organisé. En gros, on a un call de stand-up meeting tous les matins à 9h30 pour dire salut la team, bonne journée, tu vois. Et après, on a Slack pour discuter, on s'envoie des petits WhatsApp. Enfin, c'est assez fluide. Et globalement, ton équipe vient à Station F aussi. Enfin, vous vous retrouvez tous Ouais, là-bas. exactement. Et Ouais. est-ce que vous avez un peu une culture, une ambiance, un truc particulier chez vous dans Bah, l'équipe pour l'instant, en gros, on est en espace de coworking. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on puisse ramener nos animaux, quoi. Donc, voilà. incroyable, ça. Ouais, c'est ça. Je cherche des bureaux. On va chercher des bureaux à partir de septembre pour pouvoir faire vraiment un espace hyper pet-friendly. Parce que malheureusement, c'est pas pet-friendly, Station F. Et ce serait vraiment de ramener les 10 000 qui sont sur la plateforme ou chacun Non, ça serait notre rêve, mais de pouvoir tous les adopter. Non, ouais, que les salariés puissent ramener, les collaborateurs puissent ramener leurs animaux. Parce qu'à Station F, tu peux pas du tout rentrer avec des animaux. Non, C'est interdit. ouais, c'est pas pet friendly. D'accord, ouais. On remarque si. Ouais. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de loi ou je sais pas quoi là-dessus. Non, chaque lieu privé fait Exactement. ce qu'il veut quelque part. Et donc, mais il me semblait quand même que tu m'avais dit à un moment que vous étiez complètement en remote ou peut-être quand tu as commencé vraiment avant d'avoir. Ouais, j'ai commencé de Grèce du coup. D'accord, ouais. J'ai commencé de Grèce, donc j'ai changé par mail ou par visio avec les développeurs. Et est-ce que vous avez des valeurs dans l'équipe? Donc il y a évidemment le côté impact lié à votre mission, bon ça c'est assez évident. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres valeurs que vous avez développées? D'autres trucs qui sont importants pour vous? Ouais, les valeurs, tu vois, en fait, on me l'a demandé il y a pas longtemps, donc j'ai interrogé un petit peu la team. Donc les valeurs, c'est la passion des animaux en premier, la rigueur et la cohésion d'équipe. Ok, ouais. Voilà, donc c'est vraiment trois. Moi, ce que je fais, la passion des animaux, ça se ressent. De toute façon, la personne, si elle arrive en entretien et qu'elle te demande les photos de son chat ou de son chien, c'est validé, tu vois. C'est clair. Après, la rigueur, au niveau de la rigueur, je vais faire des petits exercices pendant les entretiens. Et puis après, au niveau de la cohésion, pareil, tu vois l'énergie de la personne, en fait, lors de l'entretien. Et la cohésion, c'est dans le sens de créer une sorte d'esprit un peu de famille, si on peut dire, dans l'équipe ou comment tu le... Plutôt d'entraide, en gros, c'est que déjà on forme, parce qu'on est une petite équipe, on forme chaque personne sur un peu toutes les missions. Tu vois, la première semaine d'onboarding, la personne qui va s'occuper du marketing, elle va quand même être formée sur le BizDev refuge, tu vois, sur la relation des refuges. Pareil, Sarah, elle est relation refuge, mais elle sait faire aussi du marketing. Donc comme ça, chaque personne, en fait, quand elle est pas là ou quand elle n'a pas le temps, qu'elle est sur un autre sujet, elle peut se faire remplacer. Donc en gros, c'est vraiment de l'entraide. Et puis après, tout le monde est au même niveau. Tu sais, il n'y a pas de hiérarchie. Bon, de toute façon, on est trop petit pour avoir de hiérarchie, mais voilà, quand on va grossir, mon idéal, ce serait que voilà, tout le monde soit au même niveau, que tout le monde peut parler avec tout le monde. Et le côté plus rigueur, donc là, c'est l'idée en gros du travail bien fait. Exactement. C'est intéressant parce que je trouve que dans beaucoup de boîtes, tu vas avoir une valeur liée à la qualité ou à l'intensité ou à l'investissement dans le travail, enfin vraiment au côté productif, que ce soit bien fait et peut-être un peu aussi beaucoup fait. Et une autre qui va être liée plus au collectif et à l'ambiance, tu vois, au fait d'être
d'être ouvert aux autres et pas pas replié sur soi, quoi. C'est un combo qui est assez fréquent. Enfin, nous, c'est pareil, tu vois. Ouais, c'est quoi les vôtres? On a impact et famille. Okay. Et tu vois, c'est assez lié. Mais bon, après, à chaque fois, il va y avoir des colorations, je pense, sur ce que tu cherches aussi. Puisque bon, nous, on a des boîtes jeunes, donc forcément, c'est normal qu'on cherche ce côté, je pense, très convivial et assez familial. Et peut-être que dans d'autres boîtes plus structurées, tu vas rechercher un peu plus de distance, tu vois, et ce côté familial sera moins le bienvenu parce que les gens sont pas là pour ça aussi. Enfin, je pense que c'est lié à l'âge, quoi. Ouais. Peut-être. Oui, de toute façon, là, les jeunes, ils recherchent plus, disons, à être dans des boîtes hyper process, hyper, disons, froides, où ils vont bosser en costard cravate. Je pense que là, il y a une nouvelle génération d'employés, si on peut dire ça, qui arrive et ils sont complètement décalés par rapport à ce que nos parents ont eu l'habitude de vivre, quoi. Ouais, c'est vrai que les générations se suivent et ne valorisent pas forcément les mêmes cadres de travail. Non, quoi. C'est clair. En termes de financement, tu m'as dit que vous avez fait un premier tour de table. Ouais, on a fait un pré-seed de 400 000 €. On a levé 200K avec des BSAR, donc des bons de souscription à action rapide. Et ensuite, on a levé 200K en non dilutif, donc avec voilà, des prêts et des subventions. Et là, les investisseurs que vous aviez, donc c'est sur la partie equity, c'est surtout, j'imagine, des business angels. Ouais, exactement. C'est des personnes qui sont spécifiquement sensibles à cette cause. Oui, tu vois, on a donc un de nos premiers investisseurs, c'est quelqu'un à qui j'expliquais le projet et j'étais pas encore en levée de fonds et il m'a dit j'aimerais investir dans ton projet parce que moi je suis végane, j'adore les animaux et je veux soutenir cette cause et je sais pas comment faire, donc voilà, c'était le premier. Après on a un super vétérinaire, Thierry Bedossa. C'est un peu le Michel Siemens des vétérinaires, il est sur tous les plateaux quand on parle animaux. Il écrit des bouquins et tout. Exactement, voilà, c'est ça, exactement. Donc en plus, ça nous apporte une légitimité d'être soutenu par un super veto comme ça. Ouais. Et puis aussi, on a des mecs qui viennent de la pub, qui ont vendu leur boîte, par exemple, à Criteo. Donc qui ont vu aussi, tu vois, le côté business, parce que voilà, on sauve des animaux, mais derrière, il y a un vrai business aussi. Mais d'ailleurs, pour moi, ça, c'est la vraie définition de l'impact, c'est d'avoir une mission et d'avoir un vrai business model qui est pas un truc qui va être maintenu artificiellement en vie par des subventions, mais qui vraiment financièrement est viable et dont le succès financier va être corrélé au fait que tu atteignes ta mission, quoi, tu vois. Et là, quand tu arrives à faire ça, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est bon sur les deux tableaux, c'est canon. Et sur la partie du coup non dilutif, est-ce que tu as pu activer peut-être des dispositifs spéciaux pour boîte à impact ou à ce niveau-là ça existe peut-être pas trop encore? Écoute, on a fait un pré-Wilco. Ok. Mais il n'y avait pas que des boîtes à impact. C'était plutôt, tu vois, la thème de notre cohorte, c'était nouveaux usages. Ok, d'accord. Ouais. Et puis, on a une subvention aussi BPI pour développer le nouveau site de Pau avec des nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'était plus sur l'innovation, disons, du nouveau site qu'on va sortir. Ça doit être genre bourse French Tech ou un truc comme ça. Ça s'appelle l'InnovUp. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est le niveau d'après. Parce que c'est vrai que... moi, je ne suis pas expert des financements impact, mais je sais que on avait discuté avec Emeric de 900 Care. Et il disait que eux, ils avaient fait un tour avec un fonds de VC qui était spécialisé impact. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que le management du fonds une partie de sa rémunération était calculée sur des KPI d'impact. Donc, tu avais à la fois des KPI financiers et des KPI d'impact. Et donc, ils se mettaient d'accord au début sur ces KPI. Donc, eux, en l'occurrence, c'était je crois que c'était des tonnes de déchets plastiques évitées. Et ensuite, ils suivaient de près, tu vois, leur avancée, leur vente et donc l'avancée de cette métrique. Et en fonction, ils pouvaient calculer la rémunération. Alors, je crois que c'était les gestionnaires du fonds, je ne sais plus exactement. Et ce que j'avais trouvé dingue, c'est que tu te dis que c'est vraiment un truc qui est... c'est un système financier qui est vraiment conçu pour ça, quoi, sur mesure pour des boîtes à impact. Bon, après, c'était des fonds de VC, donc c'était un peu... c'était encore un autre délire. Bah écoute, on a fait un peu le tour de tous les sujets moi, que je voulais évoquer, et puis le temps passe un petit peu, donc on va rendre l'antenne. Merci beaucoup. Petite question pour la fin.
si tu recroisais la Chloé d'il y a 3 ans, de février 2020, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ce projet? Un conseil, tu vois, un truc pour la mettre sur la piste. Je suis pas sûre que j'aurais envie de lui dire, mais en gros, tu vois, moi, je suis tellement à fond dans ce projet, j'y crois, je suis passionnée, j'y crois à 2000%. Et du coup, quand je me suis lancée, je pensais que ce serait plus facile. Et du coup, je lui dirais peut-être, ça va pas être si facile, mais accroche-toi. Mais non, je lui dirais rien, je la laisserai découvrir du coup les aléas de l'entrepreneuriat. Mais oui, effectivement, tu vois, on croise sur des personnes qui croient pas en toi ou qui croient pas en ton projet. Mais bon, enfin, de toute façon, il faut plaire ou pas plaire. Mais ouais, en gros, je pensais, tu vois, quand, par exemple, la première levée de fonds, donc comme une vraie levée de fonds, quoi, j'ai pitché plein d'investisseurs. Et moi, je pensais que les premiers, ils allaient me dire oui. Quand ils me disaient non au tout début, c'était ma toute première levée de fonds, je disais, mais je comprends pas et tout, pourquoi ils me disent non, mais c'est sûr que ça va marcher, quoi. Et bon, C'est maintenant, terrible, ça. voilà, maintenant je comprends, tu vois, il y a un taux de conversion comme Ouais. dans le marketing, quoi, tu vois, on en piche tant pour avoir tant de taux de conversion. Voilà, mais ouais, bah disons que je pensais, oui, c'est ça, je dirais, accroche-toi, mais ça va être cool. Je crois que c'est vraiment ça le truc de l'entrepreneuriat, c'est qu'au début, tu as une naïveté, Ouais, et ta naïveté, elle va être confrontée à 12 000 taux de conversion différents. Et en fait, tu peux être tenté de lâcher parce que ça semble un peu Ouais. improbable que ta super idée, elle ait un taux de conversion de 1%. ouais, Mais en c'est fait, ça. si tu tiens que sur le plan marketing, levée de fonds, Ouais. produit, à chaque fois tu te boostes, tu vas finir par avoir ton succès avec ces taux de conversion Ouais. Ouais, et c'est ça va le faire. Exactement. Mais en fait, cette naïveté du début, elle est en même temps essentielle parce que si dès le début tu savais que tu allais affronter tout ça, Ouais, euh, tu te dis, ouais, c'est il y aurait ça. de quoi se déchauffer, quoi. Ouais, c'est ça, tu verrais la timeline sur 3 ans, tu te disais, ouh là là, Ah, ça va pas être facile, hein, cette histoire. Hein. Ce serait complexe. Mais Peut-être finalement, aller ouais, faire prof de plongée, moi, ou de surf, finalement. de surf, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, clairement. Bah, merci beaucoup, Chloé, c'était Bah, hyper trop cool, intéressant. merci de m'avoir invité, Et c'était cool. Ouais. bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Ouais. pour la suite. Écoute, dès que j'ai un désir d'animer à Bah ouais, l'appart, je carrément, vais mais sur Pao. tous là, allez sur po.co, paaw.co et adopter au lieu d'acheter. C'est très Clairement. important de sauver des animaux. Et ça, pour le coup, je crois que c'est une éducation à faire parce que moi, je connais pas non plus 1 milliard de propriétaires d'animaux, mais très peu, tu vois, m'ont parlé du fait qu'ils avaient adopté plutôt que acheter à des élevages, quoi. D'ailleurs, la plupart de ceux qui me l'ont raconté avaient plutôt acheté à des élevages. Ouais, tu vois. tout à fait. Mais il y a une évangélisation, une démocratisation à faire, ouais. Mm. Page Insta, TikTok, Voilà, c'est blog. ça. Po, P-A-A-W, po.pet adoption sur Insta. Foncez, abonnez-vous et partagez. Ouais, partagez dès qu'il y a un post d'adoption, en fait, partagez-le parce que ça fait plus de chances à l'animal de se faire adopter et donc sauver. Faut donner du reach à Ouais, ces braves bestioles. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup. À très bientôt. Ouais, ça marche. Merci de nous avoir suivis. Salut.